Bonjour à tous, nous sommes le 28 mars 2022 et je reçois à nouveau, comme voici 15 jours, Monsieur Buffet et Monsieur Cheng. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Bon, je dois dire que les auditeurs de la précédente émission étaient, je crois pouvoir dire, ravis d'avoir eu un contact à l'autre bout du continent qui a pu leur apporter un éclairage. Et en lisant les commentaires, j'ai vu que en réalité, beaucoup d'Occidentaux font preuve d'intérêt pour la Chine et d'une connaissance qui m'a même surpris et dépassé largement. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Chine, à sa position et qui comprennent parfaitement que les positions occidentales sont pour le moins exagérées et vraiment déraisonnables. Alors, c'est une introduction finalement, ce que je viens de dire, au sujet que nous pouvons aborder aujourd'hui, qui porte sur le thème du génocide, qui est un thème d'actualité puisque maintenant, le président Poutine et les armées russes sont accusés de crimes de guerre, et bientôt nous aurons le crime contre l'humanité, le génocide étant un crime contre l'humanité. Alors, comme je l'ai déjà dit, dans l'immédiat, j'ai remarqué qu'au plan international, on laisse la Chine tranquille, ce qui est une tactique qui me semble tout à fait naturelle. Mais il faut rappeler que pas plus tard que le 20 janvier 2022, sur la pression notamment de politiciens du Parti socialiste français, avec en particulier un député européen qui s'appelle Glucksmann, je crois que c'est Raphaël Glucksmann, qui fait beaucoup de lobbying sur le sort des Ouïghours, eh bien l'Assemblée nationale a pris une résolution sur portant reconnaissance du caractère génocidaire des violences commises donc par la République populaire de Chine à l'égard des Ouïghours. Alors, en soi, c'est un document très curieux parce que l'Assemblée nationale n'est absolument pas compétente pour juger. Donc, juridiquement, c'est un acte qui ne vaut pas grand-chose, ni d'ailleurs politiquement, parce que les députés ne sont pas en charge des affaires étrangères. Mais enfin, ça a valeur de symbole et d'un symbole fort et quand même qui révèle de l'outrance. Hein. On est quand même dans l'accusation de génocide, qui ne m'a pas surpris parce que ça traîne depuis des dizaines d'années. On va en parler. Ma foi, c'est quand même un chemin, parce que vous savez que la suite, si ça continue juridiquement, la suite, ce sera l'interdiction de contester l'existence du génocide ouïghour. C'est-à-dire que non seulement on aura reconnu comme ça un génocide, mais ceux qui viendront à le remettre en question, à contester, seront considérés donc comme des négationnistes et ils pourront encourir alors peut-être 1, voire en cas de récidive, 2 ans d'emprisonnement. C'est la situation en France. Bon, on n'en est pas là, mais du point de vue de l'ambiance, je peux déjà vous dire que nous y sommes. Voici à peu près un mois, dans une affaire autre, pénale, j'ai eu à rencontrer un journaliste français de radio. Et il m'a dit s'occuper des affaires internationales. Alors, de fil en aiguille, on en est arrivé effectivement à la situation des Ouïghours. Et là, je me suis trouvé devant quelqu'un dont j'arrivais pas à savoir, à déterminer si il était réellement naïf, s'il croyait vraiment ce qu'il disait, ou si j'avais affaire à un manipulateur de première classe. Bon, donc il y a des gens qui font du lobbying sur l'opinion publique occidentale pour expliquer, et ensuite je vous donne la parole, hein, Monsieur Cheng, pour expliquer que les Chinois enferment la population ouïghour du Xinjiang, je ne sais pas si je prononce correctement, c'est le Xinjiang, Xinjiang, qui
enferme cette population ouïghour dans des camps, et des camps avec stérilisation, travail forcé. On n'est pas loin de l'extermination. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Bon, c'est la chose que j'ai vue la plus incroyable depuis je ne sais pas combien de temps, vous savez, parce que je suis allé à de nombreuses reprises à Xinjiang. Récemment, je ne suis pas allé, mais je connais bien cette région lorsque j'étais jeune, et je connais des Ouïghours qui, bien évidemment, parlent d'une langue que je ne connais pas, mais quand même, on arrive à s'entendre, à se parler avec la langue chinoise, bien sûr, la langue chinoise. Bon, génocide des Ouïghours, je voudrais bien avoir des preuves, parce que accuser quelqu'un, vous êtes je crois, un avocat. Accuser quelqu'un, il faut avoir d'abord des preuves et puis des témoins. Je ne vois rien dans ce sens-là. Monsieur Glucksmann, oui. Non, juste, si je puis me permettre une petite remarque, dans ces domaines où les crimes sont censés être tellement horribles et tellement gigantesques et commis par des États, vous savez, c'est le cas du procès de Nuremberg en 1945-46, que les règles de preuve sont abrogées. C'est-à-dire que l'on n'exige plus d'avoir à apporter la preuve de faits qui sont considérés comme de notoriété publique. Il faut quand même se souvenir que c'est comme ça c'est grâce à ça que les Allemands ont été condamnés. Hein. Voilà la situation. Et d'ailleurs, ce sont des accusations qui agissent sur l'émotion et qui font que même les juristes ont tendance à perdre leur raison. Et si jamais ils arrivent à continuer de raisonner et par exemple à demander des preuves, alors on entre dans les accusations pénales dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont similaires de celles de la contestation de crimes contre l'humanité. Voilà. Donc c'est le point important sur la question des preuves, hein, parce qu'on pourra toujours répondre que les preuves ont été détruites, qu'elles sont impossibles à rassembler. On accusera la Chine d'interdire la venue sur son sol d'observateurs européens neutres, vous savez, ce qui est toujours très mauvais signe quand un pays demande à pouvoir envoyer des observateurs neutres. Hein. On a vu ce que ça avait donné en Irak, par exemple. On commence par envoyer des observateurs et puis ensuite ce sont les bombardements. Je vous laisse reprendre. Bon, la Chine n'est pas un accusé. La Chine n'a aucune raison d'accepter des enquêtes de l'extérieur sur notre sol. Je vois vraiment pourquoi nous devons accepter des enquêtes sur des crimes que nous n'avons pas commis. Mais attendez, le monde, ce n'est pas, comment dirais-je, ce que vous décrivez comme vous voudrez. Glucksmann, j'aimerais bien savoir quand il a été à Xinjiang, comment il a su ces nouvelles, ces crimes, comment il a su. Moi, je peux très bien l'accuser de, comment dirais-je, des mensonges contre l'humanité. Parce que, vous savez, comme la fois dernière, j'avais expliqué que l'une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en France, en Europe, on peut dire n'importe quoi sous prétexte de la liberté d'expression. Mais attendez, si vous avez la liberté d'expression, moi j'aurais aussi.
si vous dites que la Chine a commis ceci, la Chine a commis cela, mais je peux dire que vous êtes en train de mentir. Et surtout, c'est que la population ouïghour en Chine, actuellement, ils s'entendent très bien avec tous les autres minorités, mais aussi avec les Han, c'est-à-dire la majorité des Chinois. Ils s'entendent tellement bien qu'il n'y a jamais eu de réel problème. Il y avait quelques années, c'est vrai, il y avait certains cas très isolés de terroristes qui essayaient de tuer à la gare de Kunming, par exemple, tuer des gens, des citoyens tout à fait normaux, comme tout le monde. Mais ce sont des gens d'extrémistes. Ils sont très, très, très peu nombreux. Et depuis quelques années, je crois 3 ou 4 ans, il n'y a plus aucun problème. Le développement de Xinjiang est très rapide. Et surtout, le nombre de Ouïghours ne cesse d'augmenter. Parce que la politique d'enfant unique seulement chez les Han, mais pas chez les Ouïghours, pas chez les minorités. Oui, il y a un phénomène qui est important, c'est celui effectivement du terrorisme. Parce que, à mon avis, il faut analyser ce que vous appelez des mensonges, qui sont ces accusations de génocide, dans le cadre d'une stratégie globale qui vise à constituer des justifications, et c'est en cela que c'est très inquiétant quand même, hein, des justifications d'ingérence et en réalité d'agression et d'invasion pour, par exemple, la puissance américaine, pour justifier ces entreprises impérialistes, ces entreprises de domination. Elle a besoin, à destination de son opinion publique, elle a besoin d'apparaître comme le gendarme qui intervient pour sanctionner le soi-disant criminel contre l'humanité et pour protéger les populations victimes. Nous savons qu'il s'agit de ce qu'on appelait autrefois le bourrage de crâne, c'est-à-dire une propagande odieuse. Parce que ce que moi j'avais répondu à ce journaliste, c'est que s'il s'agit de protéger les populations, à mon sens, et je suis moi aussi allé sur place il y a quelques années pour une visite où j'ai parcouru du nord au sud ces contrées du Xinjiang, ces populations sont beaucoup plus protégées et ont beaucoup plus la garantie de s'épanouir, comme vous venez de le dire, culturellement et dans leur croissance avec les Chinois plutôt qu'avec les Américains. Parce que il est clair que l'entité thalassocratique américaine se moque éperdument des Ouïghours. S'il parle de génocide, c'est uniquement pour se préparer un motif d'agresser la Chine. Ça, je pense qu'il faut le dire clairement. Et le terrorisme, c'est-à-dire le financement du terrorisme, l'encouragement au terrorisme, sous l'appellation de résistance et de libération, c'est évidemment le moyen d'accuser ensuite la Chine de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, on a vu ça en Syrie, c'est une technique maintenant très simple. Vous provoquez le terrorisme dans un pays étranger. L'État de ce pays étranger, forcément, réagit de manière, heureusement, policière, par des enquêtes, par des arrestations, par l'emprisonnement des gens, etc. Et vous, pays agresseur, vous n'avez plus qu'à tranquillement dénoncer le crime contre l'humanité, le génocide, l'agression de la population. Bon, voilà. Donc ça, c'est cette technique qui peut paraître, quand on la met à nu comme ça, elle paraît invraisemblable, parce que, en tout cas, nous, dans le fond, occidentaux,
On a beau être plutôt agressif ou violent, dans le fond, on reste humain, c'est-à-dire que on a plutôt envie de faire le bien que de faire le mal. Bon. Et on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir des puissances qui soient capables de pareilles horreurs. C'est-à-dire qu'ils soient capables de semer le chaos, de faire couler le sang impunément, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, hein, de la part des Occidentaux, et comme ils l'ont fait donc en Chine. Moi, une chose m'avait incroyablement choqué, c'était qu'on venait d'avoir des attentats en France, les attentats contre Charlie Hebdo, et des populations chinoises avaient manifesté leur soutien et leur émotion devant des attentats commis à Paris. Eh bien, quelques mois après, lorsqu'il y a eu de sanglants et terribles attentats dans le Xinjiang, je me souviens très bien que ça s'est traduit par des accusations de génocide à l'encontre de la Chine. C'est-à-dire qu'on a dit ces gens sont des résistants. Voilà. Et ça a pu effectivement choquer les Chinois. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de cette situation, Monsieur Cheng? Je crois que vous avez très bien résumé. Pour nous, c'est inacceptable. C'est incroyable et c'est inacceptable parce que des terroristes qui tuent des gens, chez vous, ce sont des terroristes. Et chez nous, ce sont des résistants. C'est difficile à croire et difficile à accepter. Je crois, quand vous parlez de Xinjiang, du génocide des Ouïghours, je me rappelle un nom. C'est un ami, c'est un journaliste aussi, c'est Maxime Vivas, qui est venu à plusieurs reprises, je crois, sur le sol de Xinjiang pour faire des enquêtes, pour regarder ce qui se passe dans la région. Et il a écrit un livre, je ne m'en souviens plus exactement le nom, je crois que c'est Fake News des massacres de Ouïghours doit être terminé, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il a dit clairement qu'il a fait des enquêtes, il n'y a pas du tout de génocide des Ouïghours à Xinjiang. Tandis que Glucksmann, qui n'a jamais été venu en Chine, qui ne connaissent même pas notre pays, ni l'histoire, ni notre civilisation, et je ne sais pas comment peut-il accuser d'une façon tellement légère, tellement facile, tellement irresponsable d'un fait qui n'a jamais eu de preuves ni de témoins. Et moi, j'avais réagi, vous savez, lorsque j'étais en Chine, et j'ai vu ces accusations à l'Assemblée européenne. Et il a fait un discours, j'accuse, en utilisant la forme de Émile Zola. Oui. Je me souviens, oui. Etc. Oui. Mais le problème, c'est que vous pouvez accuser quoi que ce soit, mais il faut avoir des preuves. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, accuser un pays, un État d'avoir commis des horreurs, on peut le faire sans preuve et on interdit même de la protestation contre ces accusations. Mais je voudrais dire que l'histoire, il est là. Vous pouvez dire blanc ou noir, mais l'histoire a sa propre couleur. L'histoire continue. Et nous, les Chinois, nous sommes 1,4 milliard.
la population. Nous croyons fermement notre destin. Nous croyons fermement ce que nous faisons est juste, sans aucune horreur telle décrite dans ces accusations. Génocide des Ouïghours. Vous vous rappelez, il y avait quelques années, on nous a accusés des génocides des Tibétains. Vous vous rappelez? Oui, également. Et après ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que ils ont vu que en quelques vingtaines d'années, la population, le nombre de Tibétains a tellement augmenté que c'est impossible d'avoir un génocide des Tibétains. Donc, il change d'accusation, il dit « Ah ben, c'est des génocides culturels ». Donc, génocide culturel. Très bien. Génocide culturel, ça veut dire tuer la croyance des Tibétains, la culture des Tibétains, surtout la langue tibétaine. Il faut dire que les Occidentaux, les Occidentaux sont des spécialistes du génocide culturel. Oui, génocide culturel. Mais le problème, c'est que au Tibet, maintenant, on continue par le tibétain. On continue à écrire en tibétain. Et, un enfant tibétain peut, s'il le veut, apprendre n'importe quelle langue, mais en général, il prend d'abord le tibétain et puis souvent l'anglais. Après, c'est le chinois. C'est la réalité. Mais vous savez, le plus grand tristesse que j'ai senti lorsque j'étais en France, vous savez, j'étais souvent invité aussi par les médias français pour parler de mon pays. J'ai même écrit un livre, Les Chinois sont des hommes comme les autres. La plus grande tristesse que j'ai sentie, c'est que la Chine est très mal connue par les Français. Vous savez, la fois dernière, j'avais dit que la Chine n'a jamais colonisé qui que ce soit. Alors, j'ai vu dans le commentaire, il y a un lecteur qui a dit la Chine a colonisé Tibet. C'est incroyable. La colonisation, je crois que les Européens connaissent mieux la définition de colonisation que nous, les Chinois. Le Tibet n'a jamais été un État indépendant dans son histoire. Il était toujours une partie de l'empire Qing, l'empire de dynastie Qing. Et lorsque en 1949, la République populaire de Chine s'est établie, le Tibet se fait déjà partie de la Chine. Mais en ce moment-là, Dalai Lama et Panchen Lama, il y a deux chefs. Il y a deux chefs au Tibet. C'est Dalai Lama et Panchen Lama. Deux lamas. Maintenant, Dalai Lama est à l'étranger, en Inde, avec son gouvernement en exil. Mais Panchen Lama est toujours au Tibet. Il est toujours chef spirituel des Tibétains. Moi, je pense que pour connaître la Chine, c'est très difficile. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la Chine est compliquée, non. C'est tout simplement, il faut avoir une volonté de connaître la Chine. C'est vrai, la Chine est loin, la Chine est différente. Comment dirais-je, la langue est différente, la culture est différente, l'histoire est différente. C'est vrai, les Chinois sont des non-croyants, ils sont tellement... mais les Chinois, en réalité, accueillent toujours les bras ouverts des étrangers à nous. La dynastie Tang, au 8e siècle, 8e siècle déjà,
les Chinois acceptent que les étrangers arrivent sur notre sol. Oui. Un ami me faisait une remarque après notre précédent entretien, c'est que la Chine, parce qu'elle a dans son histoire la révolution communiste, elle a aussi adopté des doctrines occidentales. C'est-à-dire, et ça je l'ai constaté moi-même en allant en Chine, Marx, Engels, Max Weber, Hegel sont des noms absolument familiers à tous les Chinois de tout âge. Et ça, c'est un point important aussi, c'est que finalement, peut-être que vous nous connaissez mieux que nous-mêmes vous connaissons. En tout cas, c'est une familiarité. Ça pourrait être un pont pour faire que nous soyons plus familiers les uns avec les autres, peut-être, cet aspect. Et ce même ami me demandait, avait une question pour vous, c'était quelque chose qui peut être difficile à comprendre, c'est l'importance du Parti communiste aussi pour la cohésion de la société chinoise. Peut-être que c'est une question trop vaste, vous faites comme vous voulez pour la traiter, on pourra éventuellement en reparler. Ce n'est pas un hasard que c'est le Parti communiste chinois qui a finalement réussi sa révolution et pris le pouvoir en Chine. Parce qu'avant, vous savez, il y a une date qui a marqué tous les Chinois, c'est 1840, lorsque l'éclatement de la première guerre de l'opium. La Chine, avant cette guerre, était un empire totalement indépendant, un empire très vaste, je crois, le plus grand empire à l'époque, le plus riche aussi à l'époque. Mais les Chinois sont tellement pacifiques, vous savez. Avant cette date, avant 1840, la première guerre de l'opium, les Chinois sont allés en Afrique, sont allés en Asie. Il y a une longue expédition menée par un certain haut fonctionnaire qui s'appelle Zheng He, le même nom que moi, Zheng He. Les Chinois sont allés très loin, même jusqu'à aller en Afrique. Pourquoi? C'est pas pour le coloniser. Au contraire, c'est pour distribuer les cadeaux de l'empereur. Distribuer des cadeaux aux uns, aux autres, pour leur dire que vous êtes bienvenus en Chine. Bienvenue en Chine, c'est vrai, après le bateau, il s'appelle en anglais je m'en souviens plus son nom. Je m'en souviens plus son nom. Il est venu, il a rendu visite à l'empereur de Chine et une fois rentré, il a remis un rapport à la reine d'Angleterre pour lui expliquer que la Chine est très faible du point de vue militaire. On peut envoyer quelques dizaines de milliers de soldats pour l'attaquer, pour le battre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. La Chine a été battue et il a signé une série de traités illégaux. Il a donné tellement de choses aux pays occidentaux que la Chine devient un pays, nous définissons après, un pays semi-colonisé. Alors, depuis 1840, les Chinois veulent reconstruire un État indépendant, bien évidemment. Mais on a tout essayé. On a essayé la République, on a essayé d'autres empires, d'autres empereurs. On a essayé, mais tout est échoué. Jusqu'au moment de 1921, je crois. À Shanghai, une vingtaine de personnes ont décidé, qui sont venues de
quatre coins de la Chine, ils ont décidé de suivre l'exemple de l'Union soviétique, c'est-à-dire faire une révolution communiste. Et 27 ans après, ils ont réussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer? Eux, ils ont réussi. Donc, c'est Mao Zedong en 1949, le 1er octobre 1949, sur la place Tiananmen, Mao Zedong a déclaré l'établissement de la République populaire de Chine. Et le Parti communiste chinois devient un parti au pouvoir. C'est vrai, quand on utilise des règles, des critères occidentaux pour juger la Chine, par exemple, la France, c'est multiparti. La France, c'est des élections. La France, c'est les partis au pouvoir à tour de rôle, chacun à son tour. Mais ils ont oublié que le Parti communiste chinois est très différent. Première différence, les partis français sont très peu nombreux. Le parti de Macron, par exemple, n'a que 400 membres, c'est ça, hein, 400 membres. Le parti La République En Marche, c'est ça, très peu de membres de parti. Le parti de Marine Le Pen, encore peu, une centaine de milliers de personnes. Quand un parti a remporté l'élection présidentielle, alors ce parti devient parti au pouvoir. Si Marine Le Pen, par hasard, je crois plutôt Mélenchon, c'est plus juste. Si Mélenchon, par exemple, arrive au pouvoir, une fois élu, son parti est tout petit aussi. 200 000 membres, peut-être. Alors, c'est-à-dire, en ce moment-là, 200 000 membres va gouverner 77 millions de gens. Tandis que le Parti communiste chinois, vous savez combien de membres? Combien de membres? Oh, je pense des millions, des millions. C'est 90 millions. C'est presque 100 millions de membres. Vous voyez, 100 millions de membres pour former un parti, pour gouverner un pays de 1,4 milliard. La représentativité, vous voyez, c'est très clair. C'est le premier point. Deuxième point, un parti en France arrive au pouvoir. Si c'était Marine Le Pen, c'est un parti de l'extrême droite. Ils servent plutôt une partie de la population. Si c'était Mélenchon, c'est plutôt de classe ouvrière. Si c'était Macron, c'est plutôt la classe moyenne, etc., etc. Chaque parti a ses bases des électeurs et c'est à service de cette base des électeurs que le parti va gouverner l'État. Tandis que le Parti communiste chinois a un slogan très connu. L'ancien Premier ministre Zhou Enlai, qui avait fait ses études en France d'ailleurs, a toujours mis ce slogan sur son vêtement. C'est quoi? Au servir du peuple. Voilà, tout à fait. Servir du peuple. Servir du peuple, c'est le slogan du Parti communiste chinois. Le nombre déjà est très nombreux. Un parti représente beaucoup plus largement, proportionnellement, que tous les partis politiques français réunis. Et le but de parti est très unanime aussi, servir le peuple. C'est-à-dire, tous ces efforts, c'est pour la population. Vous voyez, cette fois-ci, le Covid-19, lorsqu'il s'est arrivé, ça montre très bien la différence
le système politique entre la Chine et les États-Unis. La Chine, c'est la vie humaine avant tout. Donc, une fois trouvé, une fois le virus découvert, on a tout fait pour sauver la vie. Tandis qu'aux États-Unis, c'est l'économie qui l'emporte. Il faut sauver l'économie. Et c'est ça la différence. Oui, j'avais une remarque. La dernière fois, d'abord une chose, vous avez très bien dit que la promotion des partis et du système des élections avec suffrage universel intéresse en réalité ceux qui détiennent les médias. C'est le suffrage universel, les élections, c'est donner le pouvoir à ceux qui tiennent la puissance médiatique. Ça, c'est très clair. Deuxième remarque, dans des conversations avec des Chinois, j'ai souvent constaté cette idée que la politique, c'est-à-dire précisément le travail au service du peuple, c'est un travail sérieux qui demande des compétences, parfois même une spécialisation. Et ce n'est pas à n'importe qui de donner son avis ou de s'en occuper quand il n'est pas compétent. Et les Chinois sont toujours assez stupéfaits à cause de notre système de suffrage universel de voir tout le monde, n'importe qui, se mêler de politique et donner son avis et apporter sa voix à des questions auxquelles en réalité il n'entend pas grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est l'idée que la gestion du bien commun, c'est l'affaire de gens compétents, formés pour ça. Je sais par exemple que les hommes politiques en Chine ne sortent pas d'un chapeau, comme malheureusement ça arrive trop souvent en Occident, mais que c'est la formation de toute une vie. C'est une vie de formation. Votre président actuel, par exemple, a longtemps été maire, je crois, d'une très grande ville, puis chef de région, et c'est au terme de cette expérience accumulée qu'il a pu être choisi, en fait, parmi ceux qui étaient susceptibles d'avoir les compétences pour diriger le pays. Vous voyez ? Donc, c'est une façon, peut-être qu'il faudrait rapprocher, peut-être votre mode de fonctionnement serait plus proche de celui des anciens régimes occidentaux, par exemple, éventuellement, sauf qu'il n'y a pas cette coupure, je crois, en Chine entre l'aristocratie et le peuple. Et ça passe par, effectivement, semble-t-il, le Parti communiste. Je sais que, par ailleurs... Comment ? Oui. Non, je vous en prie. Non, simplement, j'ai l'impression que, par exemple, je sais que, par exemple, dans une école, quand on repère un petit élève doué, discipliné, bien, il est, c'est pas en fonction en fait de sa situation sociale ou de la profession de ses parents, mais on sait que lui, potentiellement, peut être un cadre du parti et quelqu'un qui pourra aider justement la collectivité. Enfin, c'est comme ça que on peut comprendre cet esprit. Ça, c'est, je crois, il y a une raison de l'histoire de nos pays qui sont très différents. Vous savez, moi, je peux vous expliquer pourquoi en Chine, on veut que ce soit des gens réellement compétents pour devenir nos dirigeants. Par exemple, pour devenir un dirigeant d'État, le Premier ministre ou vice-premier ministre ou un ministre, etc., il y a une règle, il faut qu'il soit chef de 2 provinces ou grandes villes pour pour prouver qu'il a la capacité. Donc, après, il peut être élu ou nommé comme un dirigeant de l'État. Pourquoi ?
parce que la Chine est venue très loin. En 1949, lorsque la République populaire de Chine est déclarée, déclarée, la Chine était un pays agricole. Il n'arrive même pas à fabriquer un clou en fer. Il n'a pas d'industrie. Il n'a rien du tout. Donc, dans ce cas-là, il faut, et d'ailleurs, à l'époque, les États-Unis, sauf la France, la France en 1964, général de Gaulle a établi la relation diplomatique avec la Chine, tandis que la Chine à l'époque était entourée par les pays ennemis, comme les États-Unis, comme beaucoup d'autres pays. Ils font comment on dit en français, j'ai oublié, ils font un cercle économique. Ils ne laissent pas la Chine de faire des commerces. Un blocus? Blocus, voilà. Un blocus économique, à l'époque, mené par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Donc, pour la Chine, pour diriger un pays de la Chine, à l'intérieur, un pays très en arrière, très en retard, un pays agricole à l'extérieur, face à un blocus économique total, un dirigeant de notre pays doit être très compétent. Tandis que vous, chez vous, ça c'est très différent. Pour beaucoup de pays démocratiques, entre guillemets, eux, ils peuvent élire n'importe qui, même Éric Zemmour. Pourquoi? Parce qu'il a une raison. Vous avez une histoire, vous aussi. À la fin du XVIIe siècle, vous avez commencé la colonisation. Vous avez envahi le monde entier. Vous avez la France est le deuxième plus grand pays colonisateur. Il ne faut pas oublier. Et vous avez ramassé beaucoup de trésors dans le monde entier. Vous êtes très riche. Et après, vous êtes un pays, l'un des premiers pays qui a réalisé l'industrialisation. Donc, vous vendez vos technologies dans le monde entier avec un prix très fort. Vous êtes encore plus riche. Vous êtes tellement riche qu'une fois arrivé à nos jours, vous pouvez élire n'importe qui. Mais le pays continue à fonctionner parce que le pays est tellement riche, tellement en avance envers les autres. Même élire un chien, le chien peut diriger facilement le pays. Ça, j'en suis très sûr. Mais faites très attention. Ce jour-là est déjà révolu. Aujourd'hui, je crois que Macron est très lucide. Le président Macron avait dit dans un discours avec ses diplomates en 2019, je crois, il a dit « L'hégémonie occidentale est sur le point d'être terminée. » C'est-à-dire, dès maintenant, peut-être, vous devez vous aussi élire quelqu'un compétent. Parce que n'importe qui arrive au pouvoir peut laisser le pays continuer à développer avec un taux de croissance de 3, 4, 5%. Je ne crois plus. Faites très attention. Et avec une Chine et son dirigeant compétent qui continue à monter, avec un pays comme les États-Unis, par exemple, avec n'importe qui continue à baisser, à tomber de plus en plus bas, je crois que le destin du monde est en train de changer. Monsieur Cheng, pour parler de la France, puisque avec Monsieur Buffet, nous sommes en France, nous sommes français, je crois qu'il y a une autre raison au fait que n'importe qui
peut être, par exemple, le président de la République française. Ça, je crois que beaucoup seront d'accord. C'est vraiment à la portée, mais vraiment de n'importe qui. Et vous avez dit même un animal, hein, un chien pourrait très bien être posé, mais on pourrait imaginer un fou, par exemple, un fou dangereux pourrait très bien être président. Pour une raison, moi je crois, c'est que malheureusement, hein, je le déplore, hein, j'en suis triste, mais c'est la réalité. La France n'est plus un État souverain. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a rien à décider, il n'y a rien à réfléchir. Tout se réfléchit et se décide ailleurs, c'est-à-dire au niveau, disent certains, de l'Europe, mais au-dessus, on voit bien au niveau des États-Unis et de leurs alliés. Bon, donc on ne demande aux Français que d'exécuter. Et le président d'une république dans la Constitution n'est même pas un exécutant. Il est là pour le décor. Voilà. Donc, ceci explique cela, à mon sens. Monsieur Buffet, une remarque? Oui, je crois qu'on va être obligé de finir cet enregistrement. Je voulais simplement signaler à Monsieur Cheng que les gens qui vont écouter en majorité cet enregistrement sont tout à fait de votre avis, c'est-à-dire qu'ils ont tous conscience que la France n'est plus rien, en tout cas que les Français n'ont plus aucune action sur le pays et que effectivement un chien pourrait nous diriger sans doute mieux que le fait actuellement le président. Peut-être je ne devais pas dire ça, mais ça c'est, si je dis un chien, c'est parce que j'ai lu un article qui avait expliqué justement que l'élection, quelquefois, c'est assez, comment dirais-je, difficile à expliquer. Il a dit, on peut même élire un chien je m'en souviens plus. C'est un occidental qui a écrit ça. Je m'en souviens plus. Mais peut-être je ne devais pas dire ça. Non. Ce n'est pas une insulte. Hein, écoutez, non, mais nous avons très bien compris. Oui. C'est une analyse de droit constitutionnel. Écoutez, moi je vous propose que nous nous retrouvions, nous conviendrons du jour et de l'heure, mais dans peu de temps, si vous voulez, plutôt que d'enchaîner avec un nouvel enregistrement dès aujourd'hui. Je pense que c'est plus judicieux de laisser passer une semaine, par exemple. Et pour résumer notre conversation du jour, je dirais que la Chine, qui, vous nous l'avez montré, a su se redresser en plusieurs décennies et qu'elle est partie de très bas et elle a réussi à devenir une grande puissance. Elle peut être un exemple pour la France, sachant que le prix à payer, c'est ensuite de faire l'objet des agressions qui sont des agressions en réalité purement verbales, hein, de la part de la communauté internationale, hein, qui va vous accuser. Si jamais vous osez relever véritablement la tête et être un pays souverain qui protège son peuple, vous allez essuyer des accusations de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, etc. Voilà comment je résumerai notre conversation du jour. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, Monsieur Cheng, et Monsieur Buffet, à bientôt. Merci. À bientôt. Et je signale pour les auditeurs que le 19 avril à 20h, je donnerai une visioconférence au sujet de l'Ukraine, qui portera comme titre, qui est assez parlant, Question de droit international sur le cas de l'Ukraine. Je vous remercie à tous et à très bientôt.